juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux et honoré de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, pour m'accompagner, il y a Olivier de Scooter comme d'habitude. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Et cette semaine, nous avons la chance de pouvoir parler du triathlon, de parler de l'histoire du triathlon, de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans le triathlon, en tout cas en France et puis très certainement aussi au niveau mondial. Enfin, notre invité va nous dire ça. Mais souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait reçu Frédéric Bellobre et Charlotte Morel avec qui on avait parlé de leur carrière, du triathlon à leur époque, qui est aussi la mienne, puisqu'on a à peu près le même âge, Fred et moi, à 1 mois d'écart. Mais il nous avait aussi dit que lui, le triathlon, il l'avait découvert grâce à son papa, Georges Bellobre, qu'on a aujourd'hui la chance de recevoir. Salut Georges. Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Hermano. Enchanté, bienvenue sur le podcast Devenir triathlète. Alors Georges, on te l'a dit un petit peu avant d'ouvrir les micros, l'idée de cet épisode, c'est de revenir avec toi sur l'histoire du triathlon, puisque tu fais partie des premiers triathlètes français. Il y a quelques semaines, on avait reçu aussi Yves Cordier, avec qui on avait passé un petit peu toute l'histoire du triathlon en revue, mais je me suis laissé dire que tu étais un petit peu plus âgé que lui, donc tu as certainement connu autre chose avant le triathlon. Et donc, écoute, le plus simple, c'est peut-être de te laisser te présenter. Dis-nous tout, qui est Georges Bellobre ? Écoute, Georges Bellobre sur le triathlon, j'ai été un peu le pionnier, puisque on a commencé avec effectivement Yves Cordier. On a 20 ans d'écart, il fêtait ses 20 ans, je fêtais mes 40, et on était tous les deux à se tirer la bourre, et on était pourtant sur une épreuve découverte. C'était vraiment nouveau, les licences étaient un petit peu anarchiques, il y avait quelquefois beaucoup de natation, ou sur certaines beaucoup de vélo. Enfin, c'était vraiment la découverte et l'aventure, c'était un peu le défi, c'était toutes sortes de dénominateurs pour trouver l'épreuve du triathlon dans ces 3 disciplines. Tu nous disais effectivement, tu étais un des précurseurs du triathlon en France. Alors tu m'as dit quand on s'est parlé que tu te souviendrais peut-être pas de toutes les dates déjà en parlant de dates. Est-ce qu'on peut dire ton âge, Georges ? Maintenant j'ai 79 ans. Et tu disais que tu tirais la bourre avec Yves quand toi t'en avais 40, lui il en avait 20, donc ça remonte déjà à quelques années tout ça. Ça remonte à quelques années, oui. 84, je peux dire qu'on a commencé le triathlon en 84, 83, 84, on a vu naître le triathlon. On a d'abord vu les images sur le triathlon d'Hawaï. Ça nous a donné des idées pour faire progresser, pour démarrer ce sport en France, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'est née tout de suite une passion sur ce sport. Quand on a découvert ces images, on s'entraînait déjà, parce qu'on avait déjà des bagages sur le sport. Yves Cordier était un grand nageur, moi je faisais du cyclocross, j'avais fait des compétitions de water polo avec le club de natation de Poissy. Donc tout ça réuni, cyclocross, natation. Yves Cordier, bien sûr, c'était plus pour lui une découverte vélo course à pied, puisqu'il était spécialiste de la natation. Enfin, au départ, les triathlètes venaient de différents sports. Il n'y avait pas de triathlète naissant. C'était beaucoup plus le défi. Tous les sportifs disaient tiens, on va faire ce week-end ou dans quelques mois, on va faire une épreuve exceptionnelle, on se lance un défi, on va faire un triathlon. Alors que maintenant, le triathlon est un sport à part entière, tout le monde s'entraîne, enfin, ceux qui font du triathlon depuis leur plus jeune âge s'entraînent pour ce sport. Et c'est un petit peu comme l'équivalent de l'ultra aujourd'hui, où on se dit aujourd'hui l'ultra c'est le défi, c'est le truc qu'on a envie de faire justement pour se dépasser, mais c'est pas très standard, il y a pas encore de règles universelles, etc., de distance universelle.
Le triathlon était un petit peu ce qu'est l'ultra aujourd'hui? Oui, disons qu'il y a toujours une progression, j'ai l'impression, on a toujours envie d'avoir quelque chose de nouveau. Donc quand on fait un sport, on s'en lasse un peu, donc on veut se lancer un défi. Même pour le triathlon, si on regarde bien maintenant, les triathlètes de base, c'est pas qu'ils se lassent, mais ils ont envie de faire autre chose. Les triathlètes maintenant veulent faire, pour les adultes bien sûr, faire un jour un marathon. Les triathlètes ont envie de participer aussi à des épreuves de natation, à des épreuves de vélo. Et donc c'est pour ça que je pense que le triathlon est peut-être un des seuls sports où on peut pratiquer toute sa vie. Parce que bon, ben vous faites du basket, à un moment donné, faut s'arrêter. Vous allez faire de la pétanque. Mais pour le triathlon, je pense que c'est tellement varié. On peut pratiquer. Moi, je m'entraîne encore pour faire du triathlon à bientôt 80 ans, quoi. Et tu fais des courses encore? Et je fais des courses. Je participe à très peu. Je fais 2 triathlons par an. C'est pas une obstination, mais je garde cette directive de pouvoir faire 2 triathlons. Un, pour commencer à m'entraîner un peu, et 2, j'essaye de faire les championnats de France dans ma catégorie d'âge. Ça m'amuse un peu, c'est sympathique, ça me permet de voir un petit peu le niveau. Et tu montes sur quelle distance, Georges? Je reste toujours sur le distance S. Les petites distances, ça me suffit bien déjà. Parce que quand on se dépouille un peu en sport, les petites distances, c'est bien. Hein. Le S, ça reste quand même 1h30. Hein. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai dépassé la quarantaine et je me dis que le S, pour moi, quand je faisais encore du triathlon, c'était trop court, trop explosif. Je voulais plus aller sur des distances comme ça et je cherchais plutôt à aller sur du long. Et toi, tu nous dis à 79 ans, oh, bah moi, je fais que du S parce que ça me suffit, je me dépouille bien. Oui, est-ce que c'est... Voilà, oui. Bien sûr, le distance A, le distance olympique, maintenant devient un sprint. Il y a 2 heures de course, mais on est toujours à bloc. Donc, qu'est-ce qu'est sprint, qu'est-ce qu'est longue distance, on ne sait plus, parce que même les L, je trouve que c'est de toute façon, tu es toujours à bloc. Tu peux pas dire je vais tof tranquille et puis je fais mes 180 vélos. Non, ça, quand j'ai fait des longues distances, les 180 vélos, c'était toujours au taquet. Tu penses pas qu'il y a un marathon derrière. Tu es toujours à bloc, quoi. Et alors, quand tu te présentais, tu disais que tu as connu le triathlon en France. C'est presque toi, avec Yves, qui avait lancé le triathlon. Tu nous parlais des années 83, 84. Hawaï est né il y a 40 ans. On a fêté les 40 ans cette année de l'Ironman d'Hawaï. Tu te souviens comment est-ce que le triathlon est arrivé en France? Alors, et comment est-ce que vous avez été informé, enfin comment est-ce que vous avez goûté à ça? Disons que c'était pas une inconnue, parce que il y a eu dans le passé des épreuves, ne serait-ce que la course des débrouillards qui se faisait à Poissy, c'est-à-dire c'était un peu la kermesse. Ça se passait le 14 juillet, et donc il y avait à la fois dans la même épreuve. Alors ça commençait par la course à pied. Il faisait le tour de la ville à pied. Ensuite, il prenait le vélo. Il faisait aussi peut-être plusieurs tours en vélo. Et à la fin, il posait le vélo, il se jetait dans la Seine. Et pour la petite histoire, à cette époque, dans les années, on va dire les années entre 40 et 50, il y en a pas beaucoup qui savaient nager. Il y avait une corde qui était tendue entre la rive et l'île, et ceux qui savaient pas nager, ils se tenaient à la corde et puis ils allaient jusqu'à de l'autre côté. On peut pas dire que c'était vraiment le triathlon qu'on voit à l'heure actuelle, mais c'était une façon de participer sur 3 épreuves. Et donc après, progressivement tout ça a été après la guerre, ça a été abandonné. Après, il y a eu des épreuves. Moi, je me rappelle, on était avec quelques copains. C'était marrant de faire les 3 épreuves. On se retrouvait pour aller faire du footing le midi.
Et puis, de temps en temps, on faisait une petite sortie vélo, on se retrouvait à la piscine. Et d'un seul coup, 3 copains, Michel Sampère, qui était directeur des sports scolaires, universitaires. Il y avait de mémoire Debellec qui lui s'occupait du comité d'entreprise sport de Talbot Peugeot et PSA même, Citroën. Et moi qui étais directeur de piscine, qui disait tiens, pourquoi on ferait pas une épreuve, un triathlon. Ça s'appelait le triathlon touristique. On avait mis ça en place en 1977, mais on faisait une épreuve par an. C'était pas beaucoup, mais dans l'année, ça nous obligeait un peu à nous rencontrer, à nous entraîner, tu vois. Et donc, c'était la fête, quoi, quand on faisait ça une fois par an. D'ailleurs, ensuite, il y avait la troisième mi-temps, comme on dit, on se retrouvait devant un bon repas. Et voilà, alors ça se présentait par d'abord, en général, la course à pied. Ensuite, on s'arrêtait, on allait prendre nos vélos, on se déplaçait en voiture parce que c'était pas au même endroit. Et bien sûr, on finissait par la natation. Pourquoi la natation? Parce que ça permettait à la fin de se rincer un peu, de prendre une bonne douche. C'était plus sympa de se retrouver. On était tous sur le bassin en maillot de bain. Certains ne savaient pas nager, même à l'époque, en 77, il y a des personnes qui ne savaient pas encore nager. On leur mettait une ceinture et ils faisaient comme ils pouvaient un crawl à leur technique et ils finissaient à faire un 50 mètres, quoi, très très tranquillement. Et tout ça, il y avait un classement pour la forme, mais c'était pas le but. Tellement à l'époque, moi c'était un défaut peut-être professionnel. Je voulais toujours arriver le premier, mais déjà. Et donc voilà, on faisait ça. C'est pour dire que la naissance du triathlon, il y avait déjà des prémices avant Hawaï en France. Déjà. Oui, et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait aussi des épreuves en canoë, où la natation était à la base remplacée par le canoë, mais alors je sais plus, je crois que ça date du début du siècle. Oui, mais je sais pas si ça n'a pas été après le triathlon. Il me semble, de mémoire, l'histoire du canoë, je crois que ça a été lancé bien après les premières vues sur le triathlon, les petites organisations qu'on pouvait voir. D'accord, mais donc juste pour revenir alors sur l'origine en fait du triathlon, parce que je pense qu'il y a effectivement un débat aujourd'hui. Est-ce que le triathlon, à la base, il a été créé où? Il a été créé en France ou aux États-Unis. Ça dépend ce qu'on appelle effectivement le triathlon, ou si c'est juste l'enchaînement de plusieurs disciplines. Mais donc d'où vient le triathlon? Ouais, écoute, moi je suis peut-être un petit peu chauvin, mais je dirais que ça a commencé en France. Parce que, regarde, la course des débrouillards à Poissy, c'était dans les années 46, 48, tu vois, donc... Et même avant, parce que je regardais pendant que tu parlais, là, sur Internet, les premières traces, elles remontent à 1904, de la course des débrouillards à Poissy. Oui, donc ça fait déjà quelques années, hein. Tu vois, ça date pas d'hier. Il y a les idées de rassembler, de faire plusieurs sports dans la même journée, dans la même discipline, quoi, tu vois. Parce que, comme on dit, c'est Marc, l'organisateur des Mureaux, qui disait les sportifs s'emmerdent. Parce que toujours faire la même chose, toujours aller aux mêmes heures, aux mêmes entraînements, tu peux pas faire une carrière sportive dans le même sport pendant 40 ans, quoi. Alors que le triathlon, il y a tellement de variantes. D'ailleurs, je crois que c'est même une demande des triathlètes à l'heure actuelle, c'est de pouvoir varier, de pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, des crosses, de pouvoir faire des courses de vélo et pourquoi pas des épreuves de natation. En plus du triathlon. Ouais, mais parce que le triathlète est un hyperactif, il sait pas s'arrêter. C'est à se demander, parce que déjà quand on sait que ce sport a 3 facettes et il faut s'entraîner sur les 3. Et c'est bien ce qui est compliqué d'ailleurs pour les athlètes de haut niveau, parce qu'il faut qu'ils fassent des épreuves, des entraînements très rudes en natation, des séries 50 x 50 par exemple. Quand tu as ça comme au programme, après derrière dans la même journée on te dit il y a une séance de piste.
Et après, il faut aller faire 80 vélos. Bon, il faut être professionnel, c'est vrai, pour faire ça. Mais franchement, c'est pas seulement toucher à la baballe. Et puis, voilà, c'est quand même. Je trouve que c'est quand même un des sports les plus durs, de par son volume d'entraînement, quoi. Bien sûr, le tennisman, il fait peut-être 8 heures de tennis par jour, mais le triathlète, si on veut qu'il soit performant, il faut qu'il s'en approche, quoi. Entre 4 et 6 heures de sport par jour, faut vraiment être professionnel. Et pour revenir à toi, justement, est-ce que tu as eu une carrière de sportif de haut niveau, et notamment dans le triathlon, ou de ton côté, comme tu nous disais tout à l'heure, tu as découvert le triathlon quand tu avais une quarantaine d'années. Pour toi, ça a toujours été qu'un loisir, même si tu t'amusais à te tirer la bourre avec les petits jeunes, notamment avec Yves Cordier? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai eu après, grâce à la ville de Poissy, j'ai eu la possibilité j'ai été muté au service des sports. J'étais directeur de piscine. Directeur de piscine, tu as 5 patrons. Tu as le maire, l'éducation nationale, pour savoir si l'enseignement de la natation est bien fait. Tu as la DAS, tu as le client qui veut être bien satisfait, toujours une eau nickel. C'est assez compliqué, tu peux pas t'entraîner en triathlon comme un professionnel. Et la ville de Poissy, voyant mes performances et sachant que j'étais aussi un bon éducateur, m'a muté au service des sports, m'a laissé un peu les coudées franches, quartier libre, pour monter à la fois une équipe de triathlon et que je puisse aussi continuer à m'entraîner. C'est-à-dire qu'après, j'avais 24 heures sur 24 pour m'entraîner. On ne peut pas avoir une profession de responsable et être triathlète de haut niveau. Donc à partir de là, comme j'avais la possibilité de m'entraîner, je faisais deux fois course à pied dans la journée, je m'entraînais en natation le matin de bonne heure. À 7 heures du matin, on était dans l'eau, parce que j'avais un petit groupe avec moi. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pu, malgré mon âge, persévérer et avoir des résultats encore quelques années après la naissance du triathlon. Et ça, du coup, parce que quand tu parles de naissance du triathlon, mais comme tu disais, c'est quelque chose qui existait déjà plus ou moins, en tout cas le concept existait un petit peu avant. Toi, quand tu parles de la naissance du triathlon, c'est quand tu l'as vu arriver des États-Unis avec Ironman? Pardon, j'ai pas compris. Je dis, donc, toi, quand tu parles de la naissance du triathlon, oui. Pour toi, la naissance du triathlon, c'est quand tu as vu les premières images d'Ironman aux États-Unis? Oui, c'est un petit peu ça, oui, parce que malgré notre épreuve annuelle, malgré toutes les initiatives qui pouvaient voir le jour en France, ailleurs par exemple, ou dans certaines villes, c'était comme encore une fois, c'était un peu plus un sport kermesse. Quand on a vu Hawaï, on s'est dit waouh, ça c'est bien, ça devenait un peu officiel. Okay. Le système d'Hawaï, on s'est dit tiens, ça y est, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Il lance un truc, mais c'est démentiel, mais au moins voilà, on est où on renaît. Le triathlon est né. Okay. Pour les triathlètes purs, moi je pense que c'est Hawaï qui nous a fait énormément de bien. Et comment ça s'est passé? Parce que à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. Quand tu dis les premières images d'Hawaï, tu les as vues comment? C'est la télévision. La télé, ok. Tu sais, la télé, c'est aussi les images exceptionnelles. On donne les nouvelles, on fait voir aussi ce qu'il y a de nouveau, d'exceptionnel. Et Hawaï était donc une épreuve un peu beaucoup exceptionnelle. Faire à l'époque 5 km de natation ou 3-8 et puis les 180 vélos et le marathon. Ce qui était bizarre, c'est qu'on puisse faire une grosse épreuve avant un marathon. Je pense que c'était le facteur déclenchant. Parce que du coup, tu vois ces premières images arriver. Là, vous vous dites, ok, il y a un truc. En gros, c'est à peu près ce qu'on voulait faire, mais là, ils le font en encore plus gros.
c'est parfait pour nous. Et il se passe quoi? Vous faites quoi à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, on bouge pas, on continue notre petite épreuve annuelle, et d'un seul coup, au Muro, pas loin de chez nous, EDF organise un triathlon qui est aussi parrainé par TF1, je crois, avec il y avait Marc Toesca, il y avait Gilles Cauzanet, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de Gilles Cauzanet, qui était le directeur des sports de TF1, et ils ont mis ça en place en même temps, EDF, TF1, et il y a eu un challenge. Et c'est aussi en France, et je pense que c'est aussi parti de là parce que ça devenait un challenge officiel. Il y avait un challenge pour les sportifs qui était attribué dans chaque discipline, dont j'ai pu bénéficier aussi. J'ai eu le challenge TF1 en 84. Je pense que ça a aussi apporté beaucoup, cette première épreuve. Ça faisait partie c'était pas vraiment le championnat de France tout de suite, mais c'était une étape. Il y avait 5 étapes. Il y avait donc les Mureaux, il y avait la Grande Motte, il y avait, de mémoire, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'il y avait 5 épreuves. Il fallait participer aux 5 épreuves pour pouvoir prétendre à un classement final. Et ça, c'était sur quelle distance? C'était un peu l'ancêtre du Grand Prix qu'on connaît maintenant en France? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu l'ancêtre du Grand Prix. Voilà. Et en même temps, c'était à la même époque que le premier triathlon de Nice? Alors, pour l'histoire, donc à la suite de ce triathlon des Mureaux, il y avait comme prix, il y avait un prix d'équipe, et ce prix d'équipe, on l'a gagné avec notre équipe qui faisait partie de notre triathlon annuel. On a fait une petite équipe de 5, et on a gagné ce grand prix, et ce prix était un séjour à Nice lors du triathlon de Nice. Donc Nice, je crois, avait eu lieu quelques années auparavant, voire un an ou deux avant. 82, il me semble. Oui, et donc nous, en ayant gagné ce prix, on gagnait la possibilité d'aller à Nice pour voir le triathlon. Pour voir, à ce moment-là, c'était seulement pour voir. Et puis, quand on a été là-bas, on s'est dit, mais nous, on est venus pour voir, ok, mais on voudrait bien participer. Et donc, on a demandé à participer, et ça a été accepté. On a eu la possibilité de faire, pour la première fois, le triathlon de Nice. Alors, je ne sais pas si ça a été dit, mais le triathlon de Nice a commencé par un accident, parce que normalement c'était organisé à Monaco. À Monaco, tout à fait. On en avait parlé avec Yves. Il y avait un décès, il me semble, dans la famille. Oui, de la princesse Grace qui est décédée par son accident de voiture, et donc ça a été reporté sur Nice. Il y a eu une bonne idée de faire un report et de non pas annuler ce triathlon. Et ce qui explique d'ailleurs que Nice est devenue une course emblématique pour Ironman et pour le triathlon, voilà. Et ce qui explique aussi pourquoi les championnats du monde maintenant se font en alternance entre Nice et Hawaï. Voilà, alors la différence entre les deux, c'est que Nice est resté sur des longues distances, et les Mureaux restaient sur des distances plus accessibles. Plus accessibles, je dirais, à notre population de sportifs. Alors que Nice, c'était encore une épreuve très difficile, avec des longues distances, pas forcément accessible à des sportifs qui s'entraînent pas pour ça. Faire Nice à l'époque, c'était 3-8 natation. Il y avait beaucoup moins, c'était un petit peu réduit par rapport à Hawaï. Il y avait que 160 vélos, un petit peu moins, et par contre il y avait que 33 km à pied.
il n'y avait pas le marathon. Et c'est à ce moment-là, toi, que... Alors là, on parle de Nice avant que Ironman rachète, s'installe à Nice et donc qu'il y impose les distances classiques de l'Ironman. Mais toi, pour justement cette première participation à Nice, déjà, tu vas peut-être pouvoir nous dire comment ça s'est passé. Alors, notre première participation à Nice, ça a peut-être un petit peu mal commencé parce que les combis étaient interdites. Il faisait pas très chaud du tout, je crois que c'est au mois de septembre, déjà l'eau était très très froide, et en plus c'était un peu l'année des méduses, il fallait slalomer, sans combi, il y en a beaucoup qui ont été brûlés, par le froid il y en a beaucoup qui ont abandonné aussi, parce que à Nice il y a un petit cours d'eau qui se déverse justement sur la plage de la promenade. Et cette eau, elle vient sûrement de la montagne, je ne sais pas, mais elle est glaciale. Donc à chaque fois qu'on passait là, il y en a beaucoup qui ont abandonné à cet endroit-là, alors qu'il restait à peine 500 mètres à faire. Mais malgré tout, c'était tellement froid que on n'était pas habitué à nager dans une eau glacée, quoi. Donc Nice sans combi, l'année des méduses, la première année ça a été un petit peu compliqué. Il y avait une domination américaine quand même, parce que déjà les Américains arrivaient, je me rappelle c'était l'année où j'ai connu Julie Moss, bien sûr Mark Allen, et puis toute l'équipe d'Américains qui venaient pour se faire les dents à Nice, parce que ça ressemblait beaucoup à Hawaï, un petit peu plus court, mais c'était un peu le phénomène, le même phénomène. L'arrière-pays niçois est très difficile parce que ça grimpe, hein, c'est bien, c'est tortueux. Ça restait une belle épreuve et ça restait aussi un gros défi à ce moment-là. Et tu disais pourquoi est-ce que alors pour les Américains dominaient, ça veut dire qu'ils avaient déjà un petit peu d'avance, ça faisait déjà quelques années qu'ils s'entraînaient pour faire ce genre de distance-là? Voilà, exactement. Ça faisait quelques années parce que Hawaï est quand même apparu au moins 5 ans avant Nice. Donc ils ont eu le temps en 5 ans de se préparer et d'être plus performants. Quand on voyait Mark Allen, il a été à Nice un peu indétrônable. Il a gagné 5 ou 6 ans de suite. On voyait pas qui est-ce qui pouvait le détrôner. Il courait très vite, il sortait dans les premiers de l'eau. Il est d'ailleurs, pour la petite histoire, il est sorti en même temps que Cordier quand même, qui était un bon nageur. En fait, sur le triathlon, on regarde maintenant, il faut être bon partout. Avant, on avait une discipline de prédilection, soit on était bon nageur ou bon cycliste ou bon coureur à pied. Mais maintenant, on peut prétendre à pouvoir faire des compétitions dans les trois disciplines. Le triathlète peut faire des compétitions de natation, il peut faire des courses de vélo, et puis il peut faire le marathon, et puis prétendre à des places d'honneur. Et à quel moment est-ce que les Français sont revenus à la charge? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur la scène internationale en 2023, bon, les Américains sont forts, ils ont des bons athlètes, mais bon, je veux dire, on a aussi des très bons athlètes en Europe. À quel moment est-ce que la tendance s'est équilibrée, on va dire? Disons qu'au fil des années, on a su mieux s'entraîner. C'est un peu, je dirais, dans toutes les disciplines sportives. Hein, on a su mieux s'entraîner, quel que soit le sport. Maintenant, il n'y a qu'à regarder tout ce qui se fait, que ce soit la diététique, les analyses sur les muscles. Donc on progresse forcément. Mais sur le triathlon, on a affiné les modes d'entraînement. Entraîneur triathlon, bon, j'ai commencé, c'est pareil, j'étais un des premiers après, comme j'étais quand même âgé quand le triathlon est né, j'ai abandonné assez vite la compétition. J'ai été nommé comme entraîneur. Entraîneur, au début, c'était pas évident. On n'avait que son vécu. On n'avait pas trop de livres qui nous disaient comment entraîner un triathlète.
Et disons que je pense que c'est là qu'on a réussi à rattraper un peu les Américains qui avaient au moins 5 ans d'avance sur nous. Avec toutes nos connaissances, on a réussi, bien sûr, maintenant on pourrait presque dire que la France est un des meilleurs pays pour le triathlon. Mais il y a eu du chemin, il y a eu des clubs qui se sont investis, qui sont nés tout simplement, parce que quand le triathlon est apparu en France, il y avait pas de club. Donc les clubs se sont créés, tout ça, ça a été un cheminement d'année en année. Les clubs se sont multipliés. Il y a eu une fédération. Au début, c'était le CONADE, mais après, dès que la fédération est née, la fédération, ça permet d'avoir des moyens pour pouvoir aider les clubs, pour pouvoir aider au déplacement et pour pouvoir aider aussi les athlètes. Et pour revenir un petit peu à toi et justement à cette histoire du triathlon, donc tu nous as dit Nice, bon, la première tentative, ça s'est pas forcément super bien passé à cause de l'eau et à cause des conditions de manière générale. À quel moment justement, toi et ou votre équipe, ça vous a mis le pied à l'étrier et puis vous avez commencé à pratiquer de plus en plus et à répéter les participations sur des compétitions qui d'ailleurs, on se demande comment est-ce qu'elles apparaissaient, parce que s'il n'y avait pas de club au début, s'il n'y avait pas de fédération, d'où venaient les compétitions en triathlon. Mais déjà, pour revenir à toi et à l'équipe des fous de Poissy, qu'est-ce qui a fait que vous êtes installés dans le paysage du triathlon en France ? Écoute, tout simplement, bon, c'est vrai, il n'y avait pas de fédération, il n'y avait pas de club, mais il y avait, je pense qu'à chaque fois, c'est pas idiot de dire que les villes organisaient des triathlons pour faire une fête dans la ville. C'était bon, je reprends le mot kermesse, mais kermesse, ça me parle parce que en Belgique, chaque kermesse, il y avait une course de vélo. Et pour nous en France, par exemple Valras, c'était la fête au mois de juillet. C'était une fête pour comment dire, distraire un peu les touristes. Donc on voyait beaucoup de triathlons sur la côte au mois de juillet-août. Et par exemple Sablé-sur-Sarthe, c'était plus mai-juin. Il y a donc beaucoup de villes qui organisaient des triathlons sans qu'il y ait de fédé pour faire une animation, tout simplement. Et nous, avec notre club, on se déplaçait de week-end en week-end sur ces épreuves parce que ça nous plaisait, parce qu'on était passionnés. Et bien sûr, dans notre sillage, on emmenait tous ceux qui voulaient se lancer un défi ou tout simplement faire un petit peu de sport le dimanche, un sport qui devenait officiel. Ça a bien changé parce qu'on est passé du sport du dimanche pour les triathlètes aux vrais triathlètes professionnels. Et d'ailleurs, étant le papa de Fred Bellobre, tu sais bien ce que ça représente que d'être sportif professionnel. Oui, c'est-à-dire que moi, comme avec notre équipe aussi, on était quand même des avant-gardistes et donc on piochait un peu dans ce qui pouvait on piochait dans ce qui pouvait être le mieux pour performer. Et donc encore une fois, de mois en mois, d'année en année, on essayait de trouver des moyens pour faire les meilleures places possibles. Donc quand après, j'ai tout de suite. Alors moi je disais que contrairement à ce qu'on pouvait croire, le triathlon c'est pas réservé pour les jeunes. Ben non, moi je disais, Fred avait 4 ans à l'époque et je disais moi mon fils à 4 ans il fait du triathlon. Pourquoi ? Parce qu'on on l'a amené au bébé nageur, on l'a amené, il barbotait, d'accord, mais il prenait après son petit vélo, son tricycle là. Et puis aussi bien, il allait chercher 2-3 bricoles en courant. Donc je disais, vous voyez, un enfant de 4 ans, il a fait son triathlon aujourd'hui. On l'a emmené à la piscine, il a fait quelques petits tours de roue,
Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à courir. Voilà, le triathlon, c'est l'image du triathlon sportif professionnel. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que on a aidé au développement du triathlon parce qu'on s'est dit il faut que les jeunes participent. Et quand j'ai parlé de l'école de triathlon dans ma ville, au début. Je ne sais pas si j'étais bien vu, mais j'ai été aidé aussi par des profs de gym qui ont cru et qui ont commencé dans leurs établissements scolaires de dire nous, on va mettre au programme le triathlon dans notre formation. Et ça, avec Jacques Novak, qui était professeur de gym au collège Grand-Champ à Poissy, nous a donné un sérieux coup de main parce qu'il a donné l'élan aussi dans le triathlon scolaire. Et ça, je pense que ça a bien permis au développement du triathlon. Et ça n'a pas été vu à un moment comme quelque chose... Enfin, est-ce que ça a été bien vu par tout le monde, en tout cas? Parce que, comme tu le présentes, effectivement, il y a eu un engouement, mais est-ce qu'il n'y a pas des puristes qui se sont dit « Ouais, non, attendez, ça c'est n'importe quoi. La course à pied, c'est de la course à pied. Le cyclisme, c'est du cyclisme. Et on commence pas à mélanger parce que ça devient n'importe quoi. » T'as eu ce genre de réaction? Oui, on s'est heurté, bien sûr, non seulement à des personnes qui se sont complètement opposées au triathlon scolaire. Il y a aussi des articles, il faut le dire, des articles de journaux qui nous ont massacrés en disant que qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont nous massacrer nos enfants, qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi, j'avais proposé de l'école de triathlon à partir de 10 ans, alors que maintenant on commence même à je dirais plutôt que ça, c'est ludique, c'est vrai, c'est pas de la compétition, mais les enfants de 6, 7, 8 ans, on commence c'est de la découverte. On leur fait pas faire de compétition, mais à 10 ans, quand je parlais de créer des écoles de triathlon, j'allais regarder de travers quand même, et on s'est vite aperçu, encore une fois, on a copié aussi un peu sur les Américains qui avaient déjà un peu lancé cette idée de faire du triathlon en scolaire. Parce que quand on voit le triathlon est né, mettons, avec Hawaï, quand on pense à Hawaï et qu'on pense à ces distances, on est loin de penser que des enfants de 10 ans peuvent commencer le triathlon. Forcément, quand on a cette idée, quand on a l'idée d'Hawaï en tête. Sachant qu'en France, hormis Nice, il n'y avait pas beaucoup de grandes distances. Et je pense notamment au triathlon de Paris, 83, 84, je crois, la première édition. On n'était pas du tout sur du longue distance, on était sur distance olympique. Ouais. Et justement, est-ce que ça, c'est des choses que tu as vécues, le triathlon de Paris et d'autres grands noms du triathlon en France? Je pense à Nice, je pense à Gérard Maire, je pense à... disons que moi, ce que j'ai vécu, et je pense que tous les triathlètes naissants ont dû vivre aussi, chaque triathlon a été une aventure, une véritable aventure à raconter. Par exemple, Nice, on ne savait pas trop où on allait. Et quand on doublait quelqu'un, on se disait, on double quelqu'un, mais peut-être que c'est lui qui va nous ramasser tout à l'heure. Donc on était un petit peu solidaires, un peu des uns des autres. Moi, je me rappelle, par exemple, Nice, Paris, Nice, Bordeaux, enfin tous les triathlons, j'ai toujours une histoire à raconter. Le triathlon de Paris, par exemple, je fais 3e, premier triathlon. L'eau, on nageait quand même dans la Seine. C'était pas l'eau de Seine de maintenant. Je me rappelle, je me suis cassé un orteil parce que je suis tombé en vélo. Marseille, il faisait très très chaud. C'était un petit peu l'horreur. Lyon, on faisait le tour du Mont d'Or à Lyon. À chaque fois, ça a toujours été. Alors que maintenant, on fait le triathlon, on part au départ d'une épreuve, on sait ce qui va se passer, natation, vélo, course à pied. Mais ce que j'ai vécu, c'est vraiment à chaque triathlon, je dis bien à chaque triathlon, une aventure.
On savait pas trop ce qui allait se passer. Aussi en termes de distance, parce que tu le rappelais, à l'époque c'était pas normalisé, donc c'était un petit peu chaque organisation qui faisait la distance qui lui convenait, en tout cas en France. Oui, c'est ça. Alors on pouvait partir pour 800 mètres natation, 60 km vélo et puis 15 à pied. Il y avait une grande distance à pied en général, parce que je pense que les organisateurs pensaient plus à une épreuve de course à pied, d'athlétisme que de triathlon. Natation, pas beaucoup. Alors, sur des villes où il y avait beaucoup de nageurs, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de natation. Et voilà, sur des épreuves où il y avait dans un bon club cycliste, il y avait 80 vélos quoi pour 800 mètres natation. Enfin, c'était un petit peu à la tête de à l'idée de l'organisateur. Et tu nous disais en introduction que tu t'es pas mal tiré la bourre justement avec Yves Cordier, donc niçois, à l'origine aussi pas mal sur le triathlon de Nice. À quel moment vous vous rencontrez et à quel moment vous écrivez ensemble cette histoire du triathlon en France ? Écoute, on s'est tout de suite connus par le triathlon des Mureaux, parce que il sort premier de l'eau, c'est déjà une référence, loin devant. Donc je le rattrape en vélo, on finit un petit peu 1 et 2, donc après on s'est inconnus un peu plus, comme on a gagné Nice, on s'est retrouvés à Nice, et puis on tenait un petit peu le haut du classement malgré tout, parce que même si je le rattrapais en vélo, il sortait toujours dans les premiers de l'eau. Et puis il était niçois en plus, donc ça favorisait. Et puis on se retrouvait. Après, on a été un peu copains quand même, parce que se retrouver toujours en tête sur les épreuves, ça crée des liens. On s'est invités. J'allais nager avec lui à Nice. De temps en temps, je lui donnais un petit peu des conseils vélo aussi. Donc voilà, ça a été une union forcée. Malgré tout, et puis le fait de nos différences d'âge, c'était assez original de pouvoir s'entraîner un petit peu ensemble, quoi. Tu parlais de cet aspect solidaire dans le triathlon qu'il y avait au début. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors peut-être pas autant, parce que c'est devenu peut-être d'autant plus compétitif, qu'il y a des prize money, etc. Donc voilà, mais je pense que j'entends souvent dire, en tout cas, des gens qui viennent d'autres sports, qui disent dans le triathlon, moi ce que j'aime bien, c'est ce côté très communautaire où les gens s'entraident et la preuve, c'est que sur les courses, souvent on a tendance à encourager les gens qui sont un petit peu dans le mal, là où on le retrouverait peut-être moins cette solidarité dans d'autres sports. Oui, il y a cette solidarité dans ce sport, parce que en dehors du triathlon de haut niveau, le haut niveau c'est chacun pour soi, c'est normal, si tu vois le copain s'écrouler un peu, si t'es pour la gagne, t'es pas mécontent. Oui, non, d'accord, tu vas continuer, mais même ça, tu vois, je me rappelle, je sais plus, mais même, tu vois des images de Hawaï, par exemple, au championnat du monde, le deuxième qui dépasse le premier, avec une petite tape dans le dos, tu vois, mais pas, bienveillante. Oui, disons qu'il n'y a pas d'agressivité entre triathlètes. Oui, comme tu le verrais s'arracher. Exactement, comme tu le verrais au foot par exemple, tu vois, les gars qui commencent à se taper dessus. Voilà, moi, j'ai pas encore vu ça en triathlon. Enfin, ça a dû arriver un jour, mais. Non, justement, comme tu dis, ça n'arrive pas en triathlon. Le deuxième qui rattrape, par exemple, Marc Allen qui double Yves Cordier sur le triathlon de Nice. C'est pas, ça chambre pas, ça dit pas tiens, tu vois, t'as essayé de me battre, non, je suis là. Ça, au contraire, on dit désolé pour toi, c'est pas ton jour, mais demain, pourquoi le premier sera pas derrière, voire cinquième. Ce qu'il y a eu d'un peu, je dirais, exceptionnel, c'est un peu comme au tennis, quoi. Le numéro 1, il est longtemps numéro 1. Dans le triathlon, celui qui est costaud, il est costaud et il restera un bon moment costaud, tu vois. Et donc, dans le classement,
celui qui gagne des triathlons, il va pas d'un seul coup se retrouver à la 50e place, comme ça peut se produire dans les courses de vélo. Tu peux être costaud en vélo, puis d'un seul coup, au sprint, tu te retrouves à l'arrière du peloton. Dans le triathlon, si tu es bon triathlète, tu vas forcément, si tu cours tous les dimanches, tu seras jamais, sauf blessure, tu seras toujours dans les 10 premiers, quoi. Et toi, tu le confirmes ça, en étant toujours champion de France dans ta catégorie, en continuant à participer aux épreuves. J'essaye de garder mon titre. À partir de quand, en France, est-ce que tu as vu que le triathlon a commencé à se professionnaliser? Donc forcément, tu te tirais la bourre avec Yves Cordier. On a pas mal parlé avec Yves aussi dans un épisode précédent. Mais de toi, de ce que tu as vu, est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui commençaient à essayer de vivre du triathlon et que tout ça a commencé à se fédérer, à se professionnaliser? Oui, mais je trouve que ça a même été très vite, en fait. Parce que il y a eu, je dirais, des personnes qui se sont intéressées, qui étaient passionnées, qui ont voulu faire le développement. Il n'y a pas eu que les triathlètes, il y a eu aussi tout le staff tout autour, toutes ces personnes qui ont aidé à la création de la Fédé, qui ont aidé, œuvré pour que ce sport devienne olympique. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas que les triathlètes, mais ça a été très vite dans le sens où ça s'est vite professionnalisé, je trouve. Même déjà à notre époque, quand on a vu Olivier Marceau, quand on a vu Yves Cordier, il fallait bien gagner sa vie. Donc on peut pas faire du triathlon, comme je disais tout à l'heure, en étant professionnel dans un autre métier. Donc si on veut performer dans le triathlon, il faut être professionnel, et si on veut être professionnel, il faut gagner sa vie d'une certaine manière. Donc les villes il n'y avait pas trop de clubs, mais les villes qui se sont aperçues de ça ont créé des clubs et créé du professionnalisme. À Poissy, il y a eu les triathlètes étaient payés. Alors au début, ça a été, c'est presque, c'est pas un secret, mais ils avaient des pays non pas de triathlètes, mais ça pouvait être des pays de jardiniers, ça pouvait être peu importe, c'était peut-être pas forcément légal, mais c'était comme ça. Les triathlètes ont été rémunérés comme professionnels. Ça s'est vite mis en place. Bon, après, ça a été plus légal, mieux organisé. Les villes ont donné des subventions suffisamment importantes pour que les triathlètes professionnels restent professionnels et vivent de leur profession, du triathlon. Je voudrais rajouter, donc juste, tu me demandais à peu près l'époque. Je dirais que l'époque où Fred est arrivé, Fred en 95, par là on va dire dans les années 95, on considère que le triathlon en France est né en 85. En 95 déjà il y avait beaucoup de professionnels, beaucoup de triathlètes qui étaient rémunérés pour faire que du triathlon. Donc il a fallu 10 ans on va dire pour trouver un professionnalisme important dans le triathlon. Ce qui est, comme tu l'as dit, ultra rapide. Et j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. Si on prend l'exemple du swimrun, donc c'est cette discipline enchaînée, natation et course à pied, et qui d'ailleurs en France dépend de la Fédération française de triathlon, c'est arrivé encore plus vite. Ça s'est professionnalisé en un an ou deux. Donc, mais à l'époque, que le triathlon se professionnalise comme ça en France en 10 ans, enfin quand je parle de professionnaliser, c'est au sens large du terme, c'est effectivement créer une fédération, créer de plus en plus de clubs, que des gens puissent commencer à en vivre, ça a été super rapide. Et toi tu nous as dit qu'effectivement en 84, quand ça a commencé à arriver en France, enfin début des années 80, tu avais déjà une quarantaine d'années. Combien de temps t'es resté dans le sport et comment est-ce que tu as continué à voir évoluer et à faire évoluer le triathlon en France? Alors si tu veux, moi quand j'étais muté au service des sports, j'ai pu m'entraîner, comme je disais tout à l'heure, mais mes supérieurs souhaitaient que j'abandonne assez vite pour pouvoir justement prendre le commandement, si tu veux,
d'une mise en place d'une école de triathlon, prendre en charge une équipe élite. Tu vois, il y avait dans l'esprit des personnes qui m'ont nommé, malgré tout, une idée cachée en disant, bon, bah, si Georges il a 40 ans maintenant, on voudrait bien qu'il abandonne pour pouvoir gérer un peu le triathlon à Poissy. Et j'ai bien senti que j'avais une chape sur le dos qui me disait, bon, bah, arrête tes conneries, fais plus de triathlon, occupe-toi des autres. Mais dans mon esprit, pour moi, je voulais continuer, je voulais toujours continuer à me battre, continuer à faire du triathlon, continuer à être performant. Mais j'ai vite été obligé, je dirais presque, d'arrêter pour m'occuper de l'école de triathlon, pour m'occuper un petit peu de la structure même, de l'intendance de triathlon, parce qu'il fallait, mine de rien, il fallait accompagner tous ces triathlètes sur des épreuves comme Nice, Lyon et autres, sur les grands prix qui naissaient. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ça et j'étais un peu nommé pour ça. C'est à ce moment-là justement que tu vois que tout commence à évoluer, tout commence à exploser, tout en ayant le jeune Fred qui grandissait et puis qui faisait ses armes plus sur la natation que sur le triathlon. Oui, c'est exactement ça. Dans les années 84, bon, il y a eu quelques années où on a vécu avec les professionnels naissants, mais d'un seul coup, on s'est intéressé non pas aux tout petits, comme je disais tout à l'heure, de 10 ans, mais aux juniors. On a commencé à dire ces jeunes de 15, 16, 18 ans, on va les initier au triathlon. Il y a eu déjà cette démarche-là, et c'est là que je suis intervenu pour commencer à briefer, commencer à entraîner ces jeunes-là et d'année en année descendre l'âge de la pratique du triathlon jusqu'à arriver à entraîner des enfants de 10 ans. Mais pour revenir aux juniors, après le passage des longues distances, le passage de la fédération, les professionnels, est venu l'ère où il fallait entraîner tous ces jeunes naissants, intéressés par le triathlon, passionnés des nouvelles passions pour le triathlon, encore une fois des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, qui pouvaient performer. Sont nés les championnats de France juniors, cadets, tout ça ça s'est mis en place assez rapidement. Et donc c'est à la fois ce qui a permis le développement du triathlon. En fait, le triathlon, on a commencé à l'envers. On a commencé par faire des longues distances, commencé à s'occuper des professionnels, et on est descendu progressivement jusqu'au scolaire. Au lieu en général, sur un sport, on commence par une éducation sur les petits, puis on monte, et puis on arrive à des équipes professionnelles. Le triathlon, je dis pas que ça a été mauvais, mais je dis qu'on est parti un peu à l'envers, en prenant comme base les gros bonnets, les professionnels et les longues distances. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Il y a du triathlon pour les enfants, pour les adultes, pour les vieux, pour tout le monde. Voilà, il y a eu toutes les cases sont remplies. Ça fait plaisir d'entendre parler de tout ça et de revenir justement aux sources du triathlon en France, et pas que, parce que finalement tu disais en France on était quand même assez bien avancé par rapport à l'Europe, mais l'Europe a aussi évolué pas mal. Alors Olivier est belge, je pense que tu as vu aussi l'évolution des pays frontaliers comme la Belgique, comme l'Allemagne, d'un œil intéressé, non? Oui, en fait, bizarrement, les pays européens ont aussi évolué, je dirais en même temps, au même niveau. À chaque fois qu'il y avait un triathlon en France, il y avait aussi l'équivalent en Belgique, en Allemagne. Quand je parle de la naissance du triathlon et de l'évolution du triathlon, je pense aussi de l'évolution en Europe, parce que il y a eu très rapidement aussi des championnats
moi, je me rappelle avoir fait le championnat à Genève, un championnat d'Europe. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'officiel? J'en sais rien. Mais c'était un championnat d'Europe. Il n'y avait pas de fédé, mais il y avait déjà un championnat d'Europe. Tu vois, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et je me rappelle, il y avait des épreuves en Allemagne aussi, il y avait des épreuves en Belgique, il y a eu des épreuves aussi aux Pays-Bas. Tu vois, tout ça, ça s'est emmêlé en même temps. Il y a eu un terrain fertile pour le développement du triathlon. Il n'y a jamais, à part bien sûr des personnes qui disaient ouais c'est une histoire de fou, mais non, ça a malgré tout continué son petit bonhomme de chemin, et avec l'Europe, avec je dirais presque toutes les épreuves mondiales. Et on a eu une chance quand même qu'il n'y ait pas eu de victimes, parce que sur le triathlon, il faut reconnaître que des personnes se présentaient sans beaucoup d'entraînement, un peu comme le marathon. Hein. Il y en a qui vont faire le marathon, ils s'entraînent une fois par semaine en course à pied. Mais ça, chacun fait comme il veut. Après, s'ils veulent finir à la ramasse, c'est leur choix. Mais en triathlon, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'entraînement. Je vois maintenant dans les piscines, presque tous les bonnets, je ne veux pas dire tous, mais tous les bonnets sont marqués d'un triathlon. Tu vois, triathlon de Deauville, triathlon de ceci, triathlon de cela. Sur les bonnets de bain, tu te dis, ben, ils sont tous triathlètes. À croire qu'ils font que des bonnets de triathlon. Ouais, c'est ça, les nageurs ont récupéré les bonnets de triathlètes. Ouais, c'est fou. Hein. En piscine, maintenant, tu vois que des triathlètes bientôt. Parce que toi, tu vas toujours en piscine pour t'entraîner ou pour le boulot? Un peu les deux. C'est-à-dire que des fois, il y a pénurie de maîtres nageurs, et pour dépanner, on fait appel à moi. Un matin, on m'appelle, on me dit tiens, au lieu de fermer la piscine, si tu veux bien venir bosser, alors j'y vais. Enfin, je choisis. Hein. Je décide d'y aller ou de pas y aller. Mais c'est à la fois ma possibilité de garder le contact avec mon ancienne profession de maître nageur, mais aussi ça me permet de m'entraîner. Bah oui, forcément. Et du coup, une fois que tu as fini ton service, t'en profites pour te jeter à l'eau et puis continuer à t'entraîner et être prêt pour l'un des 2 triathlons annuels sur lesquels tu t'alignes. Voilà, exactement. Alors soit des fois je vais nager avant l'ouverture, avec des copains maîtres nageurs, bien sûr, on a entièrement le droit. On fait attention quand même d'être nombreux. On nage pas tout seul. Hein. On est 3-4 à se donner rendez-vous avant les heures d'ouverture de la piscine. Et puis, on fait notre entraînement. Puis après, soit on reprend le boulot, soit on repart chez nous. Mais bon, la piscine, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver un établissement. Hein. La course à pied, on part de chez soi avec les baskets, mais natation, c'est un petit peu plus compliqué pour la pratique. Toi qui as vu le triathlon naître, si on peut dire, les chronos ont fait que diminuer dans le temps. Est-ce que toi tu as vu, est-ce que ça a été de manière linéaire, ou bien est-ce que il y a eu des périodes, que ce soit pour X ou Y raison, tu nous en diras plus, mais où est-ce qu'il y a eu des moments justement où ces chronos se sont accélérés à un moment donné, et jusqu'où tu penses que ça va aller? Écoute, il y a une remarque que je voudrais faire là-dessus, c'est que on croit que du fait que le triathlon a une 40aine d'années, on était les pionniers bien sûr, mais ça n'allait pas très vite. C'est faux. On courait déjà 18, peut-être pas 20 km/h. C'est vrai qu'il y a évolution quand même, malgré tout. Oui, enfin, je veux dire qu'il y a évolution. Pour vraiment prendre la base, le premier Ironman Hawaï, le premier était en 11 heures et quelque chose. Aujourd'hui, on a eu Blumenfeld qui a fait 7h21 à Cozumel. Avec un peu de courant dans l'eau, donc si on reprend le record de Frodeno, c'était 7,27 je crois, ou quelque chose comme ça, mais voilà, et puis un subset aussi avec dans des conditions un peu particulières avec du drafting, etc. Mais voilà, ça c'est des choses. Allez, je vais pas dire qu'on a divisé par 2, mais il y a eu quand même une belle progression.
Donc, et je dis pas du tout qu'on était lent, enfin que vous étiez lent à l'époque. Non. Mais je veux dire, il y a quand même eu une petite progression, même si on pourrait dire qu'elle est marginale évidemment. Mais et parce que les conditions n'étaient pas les mêmes, le matériel a évolué, etc. Bien sûr, mais. Oui. Disons que cette différence dans l'évolution est due à la distance. Bien sûr, si tu prends la distance d'Hawaï, il y a forcément, c'était encore une fois, les premiers triathlons d'Hawaï, c'était un peu l'aventure. Donc la vitesse, les gars ils se testaient, ils savaient pas où ils allaient, ça allait pas vite. Proportionnellement, ça allait pas vite du tout. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le Hawaï c'est un sprint long. T'es toujours à bloc. Donc les temps diminuent. Mais si tu regardes notre époque sur les distances A, donc sur les distances olympiques, il n'y a pas énormément de différence. On faisait une distance olympique en moins de 2 heures. Tu vois, et maintenant, bien sûr, ça tourne 1h45, ça dépend des reliefs, ça dépend du vent, ça dépend du temps, c'est vrai. Mais je veux dire par là que il y a 40 ans, on courait déjà très très vite. Je parle des professionnels, hein. Je parle pas bien sûr du gars qui s'inscrit, qui court à pied une fois par semaine. Mais au niveau du professionnalisme, il y a progrès forcément, hein, pas comme dans toutes les disciplines. Mais je souligne quand même que déjà, ça nageait, ça courait, ça pédalait très très vite. Et les écarts de temps sur les sprints et sur les distances olympiques sont pas énormes, à mon avis. Il y aura encore évolution, c'est sûr, j'espère encore. Mais si on regarde Vincent Huys à l'heure actuelle sur ses temps, je me demande comment on peut aller plus vite. Bien sûr, le facteur qui jouera beaucoup sur le triathlon, c'est le temps, la direction du vent, les vagues si on nage en mer, les courants aussi en mer. Donc tout ça, ça peut évoluer. C'est difficile de tirer des conclusions comme pour un 100 mètres piste, hein, parce que d'ailleurs, t'as qu'à voir sur les 100 mètres piste, on mesure aussi la vitesse du vent pour 100 mètres, ça paraît bizarre. Mais pour une épreuve qui dure presque 2 heures, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et dire qu'il y a une évolution, c'est vrai, il y a, mais il y a trop de paramètres qui font que ça vient uniquement de la performance humaine. Et parce que si on se concentre un petit peu plus sur la longue distance du coup, où effectivement on a vu que les écarts étaient plus importants. Pour toi, c'est quoi les je cherche mon mot en français, j'allais dire les enablers, mais c'est quoi qui a permis en fait ces gains de temps selon toi? Est-ce que il y a eu des avancées au niveau du matériel, ça c'est indéniable. Il y a peut-être eu aussi des déblocages au niveau mental. C'est quoi pour toi qui a fait qu'on a pu passer comme ça? Est-ce qu'il y a des choses que toi t'as vues peut-être dans ta carrière aussi où tu t'es dit bah oui ça a été ça a changé les règles du jeu? Il y a beaucoup de choses, hein, à mon avis. Il y a déjà le matériel, comme tu disais, le profil, recherche de vitesse, hein, même sur 180 bornes à Hawaï. Il y a l'analyse pour la pénétration dans l'air. Il y a le matériel de plus en plus léger. Au niveau des chaussures course à pied, bien sûr, il y a aussi une évolution. Bon, en natation, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup faut avoir des bras, hein. En natation, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'évolution possible. Il y a des combinaisons qui te permettent de gagner un petit peu en flottabilité, ce genre de choses. Tu as raison, il y a ça aussi, la flottabilité au niveau des combis. Il y a l'alimentation, il y a les connaissances, hein, on est capable de se dépasser, on s'entraîne pour justement dépasser certaines limites. Et comment on fait pour dépasser ces limites? Donc
toutes ces études font qu'il y a forcément une évolution qui permet de gagner dans le temps. Hein, la recherche est, je dirais, presque simple. Hein. Tu fais une course, tu mets 1 heure, bah, la fois d'après, tu essayes de mettre 58 minutes. Et ça mérite des recherches pour pouvoir faire ces 58 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Et tout ça, c'est analysé. Et toutes ces analyses, c'est sur, encore une fois, le matériel et surtout la bête humaine, hein, je dirais, surtout savoir comment le corps peut se comporter sur une hydrométrie élevée, comment faire pour compenser. Donc on va peut-être boire un petit peu plus, on va trouver des produits alimentaires qui correspondent mieux à un support d'un effort constant sur des heures, sur une température trop élevée, comment s'abriter, comment tu vois, tout ça ça a été étudié et c'est ce qui a permis de réduire considérablement le temps sur une épreuve comme Hawaï. Si on prend une des dernières innovations en termes de matériel, les fameuses chaussures à semelle carbone, alors bon, Nike mettait en avant qu'il y avait une économie de course de 4%. Alors, est-ce que c'est du marketing ou pas? Bon, il y a un grand débat autour de ça, on va peut-être pas rentrer dedans, mais est-ce que toi, il y a d'autres choses, peut-être il y a 20, 30 ans, hein, que tu as vu, qui ont permis justement des gros gains de temps? Alors, oui, je pense que au niveau du matériel, et là, puisque tu cites la course à pied, c'est au niveau des chaussures, il y a eu une grosse évolution, surtout sur la forme, sur la qualité du produit. Je cherche le nom de la personne qui est Bernard Faure, je crois, qui a beaucoup aidé sur la nouvelle technologie des chaussures, avoir, si tu veux, une bascule plus rapide, plus prononcée sur l'avant, de façon à tout de suite trouver la pointe. Parce que maintenant on voit des chaussures, enfin ça n'engage que moi, hein, mais je vois des chaussures avec des talons renforcés énormes. On se demande à quoi ça sert parce qu'on court de plus en plus sur la pointe. Hein, moi je vois plus une chaussure renforcée sur le devant, alors que sur les pointes, quand tu regardes bien une chaussure de course à pied, elle est très très mince. Il n'y a pas de renfort, c'est comme ça. Mais par contre, tu as tout de suite une bascule qui te permet de te projeter et de pousser beaucoup plus rapidement sur l'avant. Quant aux matériaux carbone, bon, c'est vrai que ça donne quoi le carbone? Ça donne une certaine légèreté. Ça va permettre au lieu d'avoir 2 kilos au pied, d'avoir un truc léger, quelques centaines de grammes. C'est pas négligeable de faire des pas avec une chaussure un peu plus légère. Mais on va arriver jusqu'où? Faut bien, à un moment donné, il faut que les matériaux pèsent et il faut bien avoir des chaussures qui ont un certain poids. Mmh. Après, pour la semelle carbone, c'est pas la semelle carbone en elle-même qui pèse moins, c'est la mousse en fait qui est utilisée. Mais bon, du coup, effectivement, l'inconvénient, c'est que on a des chaussures qui s'usent extrêmement vite. Et donc voilà, la plupart de ces nouvelles chaussures justement avec semelle carbone, il faut avoir une mousse qui soit forcément un peu plus fragile pour qu'elle soit plus légère. Alors peut-être que c'est des choses qui vont changer avec le temps, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est pas les chaussures les plus durables, on va dire. Elles s'usent très vite. J'ai pas eu la possibilité de les essayer, donc je peux pas trop en parler, mais c'est vrai que si on parle d'évolution, il y a aussi une évolution grâce aux chaussures de course à pied, c'est vrai. Et parce que tu disais, les chaussures, une bonne chaussure de course à pied, pour toi, c'était une chaussure qui a un point de bascule, c'est-à-dire que ça ressemble à quoi? C'est-à-dire que sur l'avant, si tu veux, il n'y a pas avant, si je veux m'exprimer comme ça, avant la chaussure, elle était toute plate. Hein, alors que maintenant, si tu remarques bien, devant, ça fait un peu bateau.
t'as une remontée sur l'avant. D'accord. Ce qui fait que dans la prise d'appui en bascule, t'es beaucoup plus le pied incliné, tu vois, et donc t'as tout de suite ta position pour appuyer avec un peu plus avec les orteils, si je peux vulgairement parler comme ça. T'es beaucoup plus sur l'avant. Encore une fois, ça c'est mon analyse personnelle. Je suis pas forcément technicien de la course à pied, tu vois, mais puisque tu me demandes mon idée là-dessus, mon analyse, ça serait ça. C'est que l'évolution sur les chaussures, c'est cette prise d'appui sur l'avant. Mais encore une fois, je me trompe peut-être. Je sais pas. C'est ce que je pense. Bon, on a pas mal parlé de minimalisme et notamment avec Blaise Dubois de la clinique du coureur. Pour ceux que ça intéresse, peuvent aller retrouver l'épisode. Georges, hier, hier, je pense que tu préparais un petit peu l'épisode d'aujourd'hui et tu nous as envoyé quelques photos, tu nous as envoyé quelques résultats de courses que tu as pu faire et j'ai vu passer le résultat d'une course à Embrun, une course qui est très chère à Olivier. Je sais qu'à chaque fois qu'on en parle, il a les yeux qui brillent, il a des étincelles dans les yeux. Toi, combien de fois est-ce que tu as été à Embrun et qu'est-ce que tu gardes en mémoire de cette course? Écoute, je garde la difficulté. La difficulté à la fois de la longueur, la difficulté du parcours. Ça a été une des plus belles épreuves dont j'ai participé. Quand on dit, au début, encore une fois, c'était le défi, participer à Embrun, la course la plus dure du monde, le triathlon le plus dur du monde. Quand tu entends dire ça, tu te dis ben ouais, j'ai réussi, et c'est vrai que j'ai pas roulé ma bosse dans le monde entier, mais je sais que Embrun a sa lettre de noblesse pour dire c'est le triathlon le plus dur. Tu as le col, tu as la montagne bien sûr en vélo, la natation, tu pars à 6h du matin, tu vois rien. Moi quand je l'ai fait, il y avait quand même 5 km natation et le marathon derrière, quoi. Et tu pars à la nuit et tu arrives à la nuit. Tu passes ta journée à courir. Voilà, donc je l'ai fait 3 fois. La première fois, c'était dans les années 84, je crois, ou 86. C'était encore de l'expérience, c'était encore de la découverte. Après, c'était beaucoup mieux organisé. L'année où je l'ai fait, une année, il avait fait très très froid. J'ai cru que j'allais abandonner. Et puis en fin de compte, c'était pas dans ma nature. J'ai fini à Dache. Et puis une troisième fois où je l'ai fait, j'avais déjà abandonné le triathlon, j'étais entraîneur et il manquait un homme pour faire partie de l'équipe. Et je me suis dit bah tiens, je vais quand même m'aligner. Et là c'est pareil, ça a été terrible parce que sans entraînement, déjà un marathon c'est compliqué, mais sans beaucoup d'entraînement, les 180 vélos, le marathon, tout ça, ça a été une folie. Voilà. Bon, 86, les résultats que tu nous as envoyés, c'était 86. On voit que tu finis au pied du podium, juste derrière Yves Cordier, justement. Oui. Et à l'époque, déjà 8h41 sur Embrun, c'était stratosphérique. Oui. Mais alors, non, parce qu'il faut dire aussi que c'était pas les distances de maintenant. En 84, si je me souviens bien, il y avait bien le marathon, il y avait pas les 180 vélos. Je crois que c'était réduit, que ça devait être autour de 140 à l'époque. Mais par contre, il y avait une forte natation. C'est ce qui explique aussi le temps des fois. Il faut se méfier parce que bon, Hawaï c'est des distances bien métrées, mais sur certaines épreuves au début, il n'y avait pas, ou Nice par exemple, il n'y avait pas le marathon. Nice c'était les 33 km. C'est pour ça que Mark Allen se permettait de faire Nice en 5h20 des poussières, parce que c'était pas non plus Hawaï.
Mais Embrun, c'est vraiment de grands souvenirs. Et je pense que pour tous ceux qui font Embrun, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans la tête, mais dans le corps aussi, non ? Oui, dans le corps, oui. Est-ce que tu dirais qu'en tout cas en France, ce sont les épreuves comme Nice, comme Embrun, et puis sur des distances plus courtes, mais comme le Grand Prix, qui ont participé justement à cet essor, à cet élan du triathlon ? Oui, parce que tout ce qui est curiosité, on essaye de creuser, de voir ce qui est curieux, on essaye de s'instruire, de voir si on peut participer, est-ce qu'on a les possibilités, est-ce qu'on aura le courage. Donc ces longues épreuves de fous qui font que on va creuser, on va dire tiens je vais, et pourquoi pas moi. Et un jour on se retrouve au départ d'une épreuve comme ça. Et c'est vrai que c'est la distance qui a fait que ça crée beaucoup de curiosité, d'engouement, et heureusement que les distances ont été réduites après pour que tout le monde puisse participer à toutes les épreuves. Et Georges, tu as été plusieurs fois champion du monde vétéran, donc vétéran c'est à partir de 40 ans. Oui, à l'époque c'était 40 ans, oui. Donc toi en fait tu as commencé le triathlon, tu étais déjà vétéran. Oui, pratiquement, oui. Oui, parce que tu as été champion de France à 41 ans, il me semble. À 40 même. À 40, ouais. 40, oui. Donc ça veut dire que tu as été champion de France et pourtant tu étais déjà dans la catégorie vétéran. Oui. C'est pour ça parce que normalement, je crois que dans certaines disciplines, tu es vétéran à 35 ans. Mais là, je crois que dans les premières années, à cause de moi, dans le triathlon, ils avaient mis vétéran à 45 ans. Pour éviter de voir des vétérans gagner des courses, quoi. Non, c'est pour la petite histoire. Et on peut revenir rapidement là-dessus sur ces titres de champion du monde ? Comment ? Pardon ? Est-ce qu'on peut revenir sur ces titres de champion du monde ? Ça s'est passé où ? Quoi ? Comment ? Alors, champion du monde, si tu veux, à Nice, parce que Nice, organisé par les Américains au départ, c'était par 5 années d'âge, tu vois. Tu avais les champions du monde de 20 à 25, etc., jusqu'à 40, 45, 45, 50, etc. Et c'était assez nouveau. Et donc, dans ma catégorie vétéran, j'étais déjà vétéran 2 ou 3, je sais pas. Et donc, je suis devenu, grâce à Nice, champion du monde vétéran, parce que il y avait cette organisation qui faisait qu'il y avait des champions tous les 5 ans, tous les 5 ans d'âge. Tu vois ? Oui, donc les fameux groupes d'âge. Voilà, c'est les fameux groupes d'âge. Et donc dans les groupes d'âge. Et tu étais champion du monde, mais ça veut dire que Nice était un championnat du monde ? Oui, tout de suite ça a été la désignation des championnats du monde. Tu sais, il y avait des titres comme ça. Et quelle était la différence alors avec parce que Ironman avait aussi son champion du monde Ironman Hawaï. Oui. Alors là, je pourrais pas trop te répondre là-dessus, mais ça avait cette désignation aussi de champion du monde. Voilà. C'est peut-être ça l'origine de la guéguerre entre les différentes fédérations et justement la société Ironman. Oui, c'est ce qui était un peu surprenant, si tu veux, c'est qu'il n'y avait pas de fédération, il y avait déjà des championnats. Des épreuves comme ça organisées, mais Hawaï, je pense pas qu'Hawaï avait la désignation de champion du monde, je sais pas, peut-être. Hawaï était Hawaï, et Nice avait la désignation en France toujours de championnat du monde. Mais Nice n'était pas encore sur le label Ironman à l'époque. Non, Nice n'avait pas les 180 vélos. Nice, je te dis, Nice, au niveau de la distance vélo, je crois que c'était autour de 120, 140. Et en course à pied, c'était 33 km. Je me rappelle avoir fait 33 km. Oui, jusque dans les années 2000, je crois que Ironman s'est installé à Nice en 2001, si je ne m'abuse. Oui, alors avec les vraies distances d'Hawaï, quoi, avec les 180 vélos, le marathon, et les 3-8,
après les années 2000, oui. Et alors, Georges, on a eu ton fils Fred au micro il n'y a pas si longtemps. Donc, bon, il nous a parlé un petit peu de sa découverte du triathlon, etc. Mais toi, de ton côté, si on veut avoir l'autre perspective, comment ça s'est passé? Parce que bon, toi, évidemment, on l'a compris, hein, tu vivais pour le triathlon. Oui. Quand Fred est né, du coup, toi, t'avais comme ambition déjà dès le départ d'en faire un champion, ou comment ça s'est passé? Ou il a juste voulu faire comme papa? Oui, bah écoute, il y a eu un peu des deux. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, j'avais abandonné la compétition et je me suis tout de suite aperçu que si tu n'étais pas nageur, tu ferais jamais un championnat du monde. Tu ferais jamais un champion du monde. Donc, je me suis dit, il faut commencer par la natation. Et j'ai incité Fred à choisir la natation comme discipline. Je lui ai laissé le choix, hein, parce que je voulais pas non plus apparaître comme Un tyran. un père qui obligeait son fils à faire du sport ou à faire du triathlon. Il a eu le choix, il aurait dit non, non, moi je veux pas faire de natation. Bon, il a choisi la natation. Il a nagé régulièrement, très précocement. Je l'entraînais d'un côté, il avait le club de natation aussi de l'autre. Et progressivement, bah après, il a eu fait avec moi en VTT des petites sorties. On a eu fait des run and back. Après, bah, de la course à pied. Je l'inscrivais sur les crosses, tout ça. Ça a été à la fois un souhait pour moi, un désir pour lui, parce que quand il a vu que, comme j'entraînais les triathlètes, il a vu que c'était sympa, que c'était une bonne discipline, qu'il y avait quand même, peut-être pas mal de rigolade, mais enfin qu'il y avait une certaine ambiance. Donc progressivement, il a souhaité intégrer le groupe de triathlètes, et ça a continué comme ça, quoi. Mais il a réellement souhaité faire du triathlon. Alors quant à faire du triathlon de haut niveau, ça s'est fait progressivement, puisqu'il baignait, je dirais, dans l'ambiance du triathlon. Chez nous, c'était triathlon du matin au soir, du soir au matin, hein. Quand on avait des conversations, c'était sur le triathlon. Forcément, moi, j'amenais à la maison les résultats. J'amenais des fois des petites anecdotes, j'amenais les performances de chacun, les mérites de certains jeunes triathlètes. Donc tout ça, c'était un terrain fertile pour que Fred en prenne connaissance et puis prenne le pas sur cette épreuve de triathlon. Et t'as pas eu peur à un moment de le dégoûter, peut-être qu'il en ait trop, parce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi? Oui, donc il a fallu faire très attention à ça, parce que, comme tu dis, après, trop c'est trop. Mais c'est mis en place la fédération, les épreuves, et donc les épreuves minimes, les épreuves cadets, tout ça s'est enchaîné. Et puis il y prenait un certain plaisir. Donc moi je l'accompagnais régulièrement. Je trouve que ça s'est bien passé. Notre carrière, je dis bien notre carrière, parce que c'était un accompagnement. À la fois lui dans sa progression sportive, et moi dans mon encadrement. J'ai toujours été là pour suivre, pour voir s'il n'y avait pas de lassitude. Justement, quand il a fait un stage, comment il est allé à Boulouris, il a fait un stage une année, un stage avec Patrick Dreano, natation triathlon à Boulouris. Ça lui a plu. Il a souhaité intégrer le groupe, le staff de Boulouris. Donc on a fait toutes les démarches pour qu'il puisse intégrer le Krebs avec Patrick Dreano à Boulouris. Mais ça a été vraiment son souhait. Et depuis, il n'est jamais revenu. Et il n'est jamais revenu à Poissy. Il est toujours resté à Saint-Raphaël depuis. Il nous a quittés, sur l'habitation, mais on a toujours de bons contacts, de bons rapports. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Mais parce que j'allais dire justement, jusque quand est-ce que tu l'as coaché en fait? C'est jusqu'au moment où ils partent faire ses études, c'est ça? Comme je disais, moi j'ai été entraîneur triathlon, donc il a toujours été il a tout de suite été sous ma coupe. Dès qu'il a voulu faire du triathlon, c'est moi qui l'entraînais. Et puis j'ai essayé le plus possible de pas m'occuper que de lui. Mais malgré tout, j'ai passé peut-être beaucoup plus de temps sur sa performance, sur sa progression. Forcément, quand on est père de famille, faut pas le nier. On est beaucoup plus penché sur la performance de son garçon que certains athlètes ou jeunes triathlètes qui viennent et qui prennent le club comme un club de rencontre. Il y a ceux qui ont envie de bosser, puis ceux qui n'ont pas envie, quoi. Mais d'autant plus que tu étais toi-même compétitif. Donc j'imagine que étant athlète compétitif, tu es assez exigeant vis-à-vis de tes enfants, je suppose, à ce niveau-là. Oui, je pense aussi, mais je peux difficilement analyser ça. Mais si je fais un peu un souvenir en arrière, je reconnais que j'étais plus exigeant et toujours dans la perspective du haut niveau. Même si je savais qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait pas non plus griller les étapes. Il y a eu à chaque fois les championnats de France de minimes, cadets, tout ça, et je souhaitais toujours que Fred soit le plus performant possible à ce niveau-là, quoi. Et forcément, ça m'a amené à être vigilant sur ses entraînements. Voilà. Tu as eu une fille aussi? Oui, Nathalie, une fille aussi. Qui a fait du triathlon? Qui a pas fait de triathlon parce que, je sais pas, c'était plus son époque. À ce moment-là, elle finissait ses études. Il a fallu qu'elle choisisse une carrière professionnelle. Elle n'était pas très très sportive. Elle a tout essayé, la natation, la danse, l'athlétisme. Elle a été très sportive aussi, mais jamais l'idée de compétition. Toujours du loisir, jamais l'idée de faire une performance. Toujours participer, mais jamais, toujours que pour participer, tout simplement. Jamais pour pouvoir être. C'est une idée complètement différente entre nos deux enfants. C'est que Nathalie voulait bien être sportive, toujours faire quelque chose, c'est vrai, mais jamais dans la performance. Oui, c'est beaucoup une question de personnalité finalement. Oui. Georges, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Pour toi, normalement, je pose toujours une question à la fin du podcast en demandant à nos invités comment est-ce qu'on peut devenir triathlète. Mais pour toi, j'ai un petit peu envie de modifier cette question et je te demanderais finalement comment est-ce qu'on fait pour rester triathlète toute sa vie. Rester toute sa vie, je pense que c'est une grosse passion au départ. On est prêt à tout quand on fait du triathlon, je dirais presque tout abandonner pour faire ce sport, quoi. C'est quelque chose je pourrais même pas désigner quelque chose qui fait que on est attiré, on est passionné, dans un moment donné, on pourrait même dire qu'on ne pense qu'à ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le triathlon, ça a été, je dirais pas un peu toute ma vie, mais presque, quoi, parce que j'ai commencé très tôt. Tard, mais tôt dans la pratique, natation, vélo, course à pied. J'ai fait des courses de vélo aussi. Donc j'ai fait des critériums en vélo, j'ai fait du cyclocross, ce qui m'a bien aidé pour faire du triathlon. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai été un des premiers, mais j'ai été prêt à faire du triathlon. J'avais fait du water polo, j'avais fait des courses de vélo, du cyclocross, donc qui m'obligeait à un entraînement course à pied régulier aussi. Donc quand le triathlon est arrivé, j'ai tout de suite performé du fait de ma pratique.
Et donc, je dirais pour rester triathlète, il faut être en bonne santé, il faut être passionné, et puis il faut pas avoir peur dans ce sport de se faire mal, quoi. C'est un petit peu majo. De se faire mal dans le bon sens du terme. Oui, parce que en fait, on se rend compte que se faire mal, des fois, ça sert par la suite pour tous les événements de la vie. Hein, quand on est un peu robuste, ça sert quand même. Écoute, en tout cas, c'est un super beau message d'espoir. La preuve, t'as presque 80 ans et tu continues à faire des triathlons tous les ans. Ça fait 40 ans que tu grandis, tu t'assagis avec le triathlon, pour pas dire vieillis. Et franchement, je pense que pour ça, on peut te féliciter, Georges. Merci. Je voudrais, si ça vous gêne pas, rajouter une petite chose. Au sujet de Frédéric, j'ai entendu son interview avec Charlotte, qui m'a beaucoup passionné. Et je l'ai entendu dire que pour les Jeux Olympiques de Londres, il avait un peu lâché l'affaire. Et je pense pas qu'il ait, c'est pas qu'il ait dit la vérité, mais je pense qu'il a oublié quelque chose. C'est que pour Londres, il s'était énormément préparé. Il est allé faire des stages au Kenya. Pour performer en course à pied, il a fait tout ce qu'il fallait, il a donné énormément pour se qualifier à Londres et il a été blessé, et ce qui l'a empêché de participer, d'être sélectionné pour Londres. Mais franchement, quand il dit que il était déjà plus dans le coup, je pense que il a oublié qu'il avait tout donné pour pouvoir faire Londres. Il s'est donné tous les moyens, il a fait des stages, le Kenya, il avait pris un entraîneur de Clermont-Ferrand en course à pied, pour vraiment, parce que il faut reconnaître que la course à pied dans le triathlon, c'est aussi, je dirais, une des grosses facettes. La natation, bien sûr, pour sortir de l'eau en premier, et la course à pied pour finir bien, et pour finir en trombe. Et il avait préparé tout ça, et je pense qu'il se rappelle plus, parce qu'il avait vraiment tout fait pour être sélectionné. Et malheureusement, comme tous les sportifs, une blessure vous fait tomber par terre, quoi. Ça annule tout. Voilà. J'ai rectifié ce petit passage. Merci pour la reprise, effectivement. Ça permet de compléter, tu vois, l'épisode avec Fred et Charlotte. C'était l'épisode 328 sur le podcast. Donc pour ceux qui l'auraient pas encore écouté, filez écouter le fiston. Voilà, maintenant que vous avez entendu le père, allez écouter le fiston. Bon, merci de votre accueil, je dirais. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, puis d'avoir partagé avec nous aussi cette histoire du triathlon en France, en Europe, de manière mondiale, et puis d'avoir fini justement sur cette belle note pour rappeler que Fred est aussi un sportif. Je sais pas s'il a oublié. Je pense que c'est plutôt dans son caractère très humble, et que ça fait partie de l'humilité dont il fait preuve. Bref, tout ça pour te remercier encore une fois, Georges, pour tout ce que tu as fait pour le tri, et puis d'avoir accepté notre invitation. On espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre sur une course. Et puis on va scruter maintenant les championnats de France V, je sais plus combien, et peut-être qu'un jour on viendra sur une course pour venir te voir. D'accord, ça marche. La prochaine c'est Gravelines, hein. Les championnats de France de Gravelines. Magnifique. Allez. Bon écoute, c'est noté. Merci Georges. C'était très émouvant comme épisode. À très bientôt, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut Armano, salut à tous. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.